On parle de légende. Il y a un club de légende. Le club de légende, c'est la CBB. Petite dédicace à la CBB. Ce qu'il faut savoir, c'est que la CBB, bon, on est là pour parler de la CBB foot, mais je pense que la CBB, c'est peut-être un des plus grands clubs omnisports aujourd'hui en France. En France, c'est le numéro 1. Après, voilà. je crois qu'en Europe, tu es le numéro 3. Voilà, donc vous combattez entre guillemets avec les plus grands. Est-ce que tu peux nous parler de la CBB? Omnisport ou CBB les Football? Les deux. Non, mais aujourd'hui, la CBB Omnisport, c'est 33 sections, c'est plus de 10 000 licenciés, des champions olympiques. Donc c'est vraiment un club énorme qui a fait vélo, judo, patinage artistique. Patinage artistique. Bon, après, je ne vais pas citer tout le monde. Tant pis pour ceux que j'oublie, je suis désolé. Mais sinon, voilà, après au niveau football, aujourd'hui c'est un des plus gros clubs de la région parisienne. Depuis 2-3 ans, on fait partie des 5 plus gros clubs licenciés en France. Donc c'est énorme en France. Voilà, aujourd'hui, sur la région parisienne, il y a Rueil qui est devant nous au nombre de licenciés. Après, le numéro 2, c'est soit Cergy, soit nous, le S16, des clubs un peu limitrophes. Mais nous, on n'a pas de sport-études, au détriment des autres clubs qui ont des sports-études, donc qui leur permettent d'avoir plus de licenciés. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un gros club formateur. Mais après, dans le formateur, il y a deux images. Il y a le club formateur qui va former un joueur, qui va le prendre en école de foot, qui va gagner toutes ses étapes, il va franchir toutes les étapes une par une, pour arriver après donc, à partir dans un club professionnel. On peut prendre le cas de Mizan Maolida, qui a commencé à 8 ans, qui est parti à 15 ans à l'Olympique Lyonnais. Mais après, tu as l'autre image du club formateur, c'est-à-dire le joueur que tu vas aller chercher dans ton club à côté, qui est un bon joueur, mais que tu vas mettre encore plus en valeur en intégrant dans tes effectifs. Donc là, quand il reste 1 an, 2 ans, on ne peut pas dire vraiment qu'on est un club formateur. Mais ça fait partie c'est une vitrine, la CBB aujourd'hui. Voilà, je pense qu'aujourd'hui... Il a besoin peut-être de ces 2 ans pour aller toucher pour passer le cap, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, s'il joue, je sais pas, dans un club de 2e ou 3e division de district, on a besoin de ces clubs-là aussi, parce que le football amateur, c'est pas que la CBB, le Racing, Bretigny ou les gros clubs formateurs, c'est aussi tous ces petits clubs, Ville d'Avray, Sèvres, tous les clubs qui sont autour de Boulogne, qui nous aident aussi à promouvoir justement ces jeunes. Nous, après, on leur donne un petit coup de fouet parce qu'on les met dans les meilleures équipes au meilleur niveau possible. Là, ils sont vus et après, ils ont souvent la chance de pouvoir partir en centre de formation. Justement, tu disais ils sont vus. Est-ce qu'il y a un dilemme entre alimenter les clubs pro et alimenter l'équipe senior? Aujourd'hui, nous, à la CBB, on est monté jusqu'en National 2 grâce aux jeunes du club. Parce qu'à un moment donné, comme on parlait d'argent tout à l'heure, mettre des joueurs seniors, avoir une équipe senior de National 2, ça coûte de l'argent. En région parisienne, c'est difficile. Donc nous, moi à l'époque, j'ai fait très longtemps les 18 ans. Et ces 18 ans, quand ils passaient seniors, on les laissait pour compte. Parce qu'ils n'étaient pas prêts pour jouer en senior. Et donc j'ai pensé à faire un projet qui s'appelle la post-formation. Rien de plus que ce qu'il fait dans les clubs professionnels, ou les U23 qu'on peut trouver en Angleterre, des choses comme ça, pour leur laisser le temps de grandir, de s'épanouir et après intégrer l'équipe Fagnon. Et ce qui nous a permis de monter jusqu'en National 2 comme ça. Après, on s'est pris un petit peu au jeu. Donc on a commencé à mettre des joueurs avec des contrats, des choses comme ça, qu'on avait besoin d'encadrer ces jeunes aussi. Bien sûr. Et donc on est monté jusqu'en N2. Après, quand il n'y a plus d'argent, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, on se retrouve en R1, sans prime de match, sans fixe, mais on essaie de repartir avec des jeunes du club ou des joueurs qui sont passés par le club, parce qu'on garde toujours des contacts. Et donc c'est intéressant aussi de pouvoir faire venir ces joueurs-là pour soit eux qui se relancent, ou pour aider le club à rendre au club ce qu'il leur a donné. Ils sont à la maison. Voilà, tout à fait. Ils sont à la maison en revenant. Justement, tu parlais d'argent. Il y a justement le fonctionnement d'un club amateur aujourd'hui, en termes de revenus, comment ça fonctionne? Nous, aujourd'hui, à la CBB, notre revenu, notre budget, c'est la subvention municipale, qui est une bonne subvention, parce que c'est un gros club omnisport, donc la mairie donne une certaine somme à l'omnisport qui partage entre ses sections par rapport au nombre de licenciés. Donc ça, c'est important. Et puis après, c'est les cotisations. Donc aujourd'hui, nous, on n'a pas de sponsor, on n'a rien, on vit des cotisations. Et la de Fédération la française de football, est-ce qu'il y a je sais pas, les revenus du monde pro sont dispatchés un peu dans les clubs amateurs, ou ça c'est une légende? Il y a des petites retombées, mais c'est dérisoire par rapport à un budget d'un club comme la CBB, c'est dérisoire. Maintenant, il est évident que nous, on essaye aussi d'aller chercher un peu des aides à droite à gauche, mais aujourd'hui, en plus la situation actuelle fait que pour trouver des sponsors, c'est pas facile. Mais aujourd'hui, nous, on vit des adhésions et de la subvention municipale. Par moment, on a de la chance d'avoir des retombées financières par des joueurs qui sont partis en centre de formation et qui ont été transférés à un moment donné. Donc, l'année dernière, on a eu Alain Saint-Maximin, on a eu Marcus Thuram.
Ouais. Donc c'est sûr que ça fait aussi des sommes supplémentaires qui viennent s'ajouter et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un on leur budget passe le bonsoir à l'année Marcus. Moez, justement, ton avis là-dessus un peu sur les revenus, tu vois, ta rubrique cash ou clash. En effet, c'est vrai que... Tu as tapé en plus sur les doigts de la Ligue. Ouais, non, mais il y a toujours cette problématique de redistribution de l'argent dans le football. Ça va être le sujet phare des prochaines années. C'est un sujet qui est... sujet à débat à chaque fois, il y a aussi à des lobbying. Et en fait, c'est normal, il y a une assiette. Et il y en a les clubs pros, surtout les gros clubs, qui font tout pour s'attirer l'assiette. De toute façon, si aujourd'hui, on pouvait faire signer un contrat aux 20 clubs de Ligue 1 en leur disant vous êtes en Ligue 1 toute votre vie, vous gardez votre argent, ils vont signer des deux mains et des deux pieds. C'est une logique investisseur. Et les gens qui sont au-dessus des clubs, c'est même pas les clubs, c'est les gens qui sont au-dessus des clubs qui détiennent ces clubs-là, notamment des fonds d'investissement, ont une logique de rentabilité. Et c'est plus les danseuses des années 90 où on s'en fout et on met un chèque en blanc. Ils ont une logique de rentabilité. Et aujourd'hui, le business model de la Ligue 1, il est connu. Hein. C'est les droits télé. On va, désolé du terme, mais piller les clubs qui font un peu le travail. C'est ça le truc, on va peaufiner un peu et on va essayer de. Ensuite, on va c'est quelques cacahuètes, quelques indemnités de formation, aller tenir un peu de ballon. C'est un peu ça. Même la stratégie. C'est ça, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, sur un joueur qui signe un club professionnel, qui signe un contrat aspirant ou stagiaire, après, on peut rentrer dans des débats plus approfondis. Mais aujourd'hui, qu'un joueur qui arrive contrat stagiaire ou pro, en général, ça rapporte à son club formateur 2 500 € par année où il a passé dans le club. Donc c'est dérisoire. Maintenant, un joueur qui part à l'étranger et qu'après il y a un transfert ou un joueur qui est formé en France et qui part à l'étranger, comme ça s'est passé pour Marcus ou pour ça, Alan. C'est une fois de temps en temps. Voilà, ça c'est sûr que nous on les suit de très très près parce que c'est une rentrée d'argent non négligeable. Tu parlais d'Alan Saint-Maximin, Newcastle, Marcus, au Borussia Mönchengladbach, excusez-moi pour mon accent allemand. Il y a des jeunes qui sont passés par la CBB, il y a des jeunes qui ont percé, qui ont réussi, comme ces deux garçons. D'ailleurs, il y en a un qui est très talentueux et il y en a un autre aussi, mais qui est très bosseur. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les jeunes percent dans le monde, percent et deviennent pros? Parce que je pense qu'il y a plein de talents que tu as vus, que tu as pu voir, mais qui sont malheureusement des Zidane, mais qui sont pas sur les terrains aujourd'hui. Bien sûr, c'est clair. Aujourd'hui, pour qu'un joueur il arrive au bout de son rêve, entre guillemets, aujourd'hui, je pense que l'entourage est primordial. Aujourd'hui, moi je vois tous les week-ends sur les terrains, CBB entre autres, des gamins de 12-13 ans où il y a toute une panoplie de pseudo-agents, conseillers, tous les recruteurs de France qui sont présents pour essayer d'attirer le gamin chez eux, quoi. Et donc ça, c'est néfaste parce que si la famille, elle n'y connaît rien ou si elle s'entoure de mauvaises personnes, c'est voué à l'échec au bout de 2 ou 3 ans, quoi. Donc maintenant, c'est sûr que la personne qui est bien entourée, bon là, si on parle de Marcus, quand on a un père qui a été dans le football et qui a fait la carrière qu'on connaît, donc ça aide. Après, Alan, qui est complètement à l'opposé d'un Marcus, bon, il fait une très belle carrière, mais est-ce qu'il n'aurait pas pu faire encore mieux par rapport à l'entourage qu'il aurait pu avoir? Donc, on parle d'Mbappé, on parle de... Voilà, aujourd'hui, boxer dans cette catégorie. Kylian Mbappé, il fait une belle carrière parce qu'il est très bien entouré dans un cocon familial. Un Presnel Kimpembe est très bien entouré. Mais quand tu dis bien entouré, c'est toujours le cocon familial ou... Enfin, familial, après, tu as aussi tous les avocats. Parce que parfois, il y a les frères, les sœurs, voilà, l'oncle, la tante. Ça, c'est un autre débat. Maintenant, c'est devenu une tendance aussi, c'est que les jeunes, ils sont souvent représentés plus par un agent, mais par le papa, par la tante, par... On a vu que pour Aouar, ça a eu un problème. Là-dessus, il y a une information qui est sortie, comme quoi c'est son frère qui a fait capoter énormément de négociations avec beaucoup de clubs européens. Donc, est-ce que c'est pas... Il y a des joueurs qui en souffrent. Hein. Et on parlait des bons agents tout à l'heure pour Choupo-Moting. Tu vois ce que je veux dire? Derrière, à côté de ça, tu as des joueurs qui sont beaucoup plus talentueux, qui n'arrivent pas à les toucher, ces clubs-là. Est-ce que justement l'entourage, parfois, un joueur, on va dire, je ne vais pas dire doté d'un grand talent, admettons Blaise Matuidi, mais qui a une carrière exceptionnelle, est-ce que l'entourage, avoir l'agent, le bon agent, le bon conseiller, ça aide Bien sûr. Aujourd'hui, même Blaise, il a commencé, on connaît un peu son parcours, mais aujourd'hui, quand il est après arrivé au PSG, il a eu le plus gros agent du monde, quoi. Donc, c'est sûr que ça aide énormément parce que ces gens-là ont des grosses ouvertures dans les gros clubs. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi les carrières, quoi. Voilà, Choupo-Moting, c'est un joueur très quelconque, mais bon, il a permis au PSG de se qualifier, donc on va pas le renier. Est-ce que vous sensibilisez les jeunes sur ce sujet-là? Sur l'entourage? Ouais. On essaye. Après, je veux dire, comme je dis souvent, les gamins, ils appartiennent aux parents. Ouais. Donc tu peux dire tout, tu peux avoir le plus beau discours du monde.
c'est le parent à la limite qui a la finalité, quoi. Donc après, tu peux essayer de leur dire, voilà, faites attention, de les guider. Même à l'époque, on avait essayé d'instaurer même un agent dans le club pour essayer de guider les gens, et puis voilà, sans aucune... Bien sûr. Et Gilles, moi j'ai une question, mais elle est plutôt générationnelle. Est-ce que tu remarques une différence, parce que ça fait des années que tu suis ce secteur. Moi, personnellement, d'un regard extérieur, j'ai l'impression que les jeunes maintenant sont plus impatients que jamais. Et ce côté étape, plan de carrière, je vais prendre un exemple, Tanguy Kouassi. Le PSG, on va pas se mentir, ils lui ont à peu près tout offert. Du temps de jeu, une exposition, une place quasi dans les 14. Et derrière, il veut quand même aller directement au Bayern Munich. Bon, il y a peut-être des sujets financiers qu'on ne maîtrise pas, des primes, des choses, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une différence de mentalité? Est-ce que les joueurs aujourd'hui ne sont pas attirés vers l'étranger, un espèce de fantasme FIFA, j'en sais rien, et que maintenant, en fait, ça évolue aussi, c'est le supporter, on en parlera un jour sur un Cash ou Clash, mais l'évolution du supporter, maintenant qui ne jure que par le Real, le Barça, Liverpool, est-ce que les joueurs de foot, ils ne sont pas aussi dans ce délire-là, avec des survêtes en fait, c'est pas la même génération que nous, et du coup, est-ce que ça influe pas sur leur choix de carrière? Je sais pas. Hein, c'est clair, mais après, tu as aussi l'entourage, encore une fois, parce que tu parles de Kouassi, je veux dire, aujourd'hui, s'il est parti au Bayern, c'est parce que l'entourage l'a aussi incité à partir. Parce que lui, peut-être qu'il a envie de faire ses premières armes au PSG. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'entourage qui, pour moi, fait la carrière du joueur, des fois du mauvais côté, mais c'est vraiment l'entourage. Parce que même les parents aussi font partie de cet entourage. Si je vois sur les plus jeunes, aujourd'hui, c'est pas forcément le gamin qui a envie de signer dans un club pro. C'est souvent même les parents sur les 12, 13, 14 ans. Parce qu'ils ont envie de vivre. Le gamin, il est trop jeune encore pour s'en rendre compte. Voilà, ils vivent à travers leurs enfants ce qu'ils n'ont pas vécu eux-mêmes étant jeunes, quoi. Donc, parce qu'aujourd'hui, le football, c'est devenu tellement médiatique et ça véhicule tellement d'argent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi très important de voir les parents. Enfin, là, après, heureusement qu'il y a des très très bons parents qui sont là, qui calment les choses. Wilfried. Et justement, Gilles, est-ce que tu peux nous citer, nous on est friands d'anecdotes, les joueurs où tu te disais ouais, c'est tout simple, c'était évident qu'ils soient pro, et d'autres où tu te dis c'est pas que j'y croyais pas, mais bravo, quoi. Ouais, aujourd'hui, moi, pour ça, la post-formation, je trouve ça hyper important parce que j'ai beaucoup axé le travail là-dessus. Aujourd'hui, j'ai récupéré beaucoup de jeunes à 16, 17 ans au club et qui ont réussi à sortir et qui sont passés pro à 20, 21. Enfin, on a Yacine Bamou. Ouais, donc il y a toujours Jordan Nkololo. Enfin, ce sont des joueurs qui sont passés par nulle part et qu'aujourd'hui, font une petite carrière. Même ça, c'est des messages à passer aux jeunes aussi, en disant accrochez-vous. Voilà, moi je leur dis aujourd'hui, c'est pas parce que tu signes pas à 12, 13, 14, 15 ans dans un club pro que tu signeras peut-être pas un contrat pro dans ta vie. Aujourd'hui, j'ai Ahmed Mogni, qui est un ancien joueur de chez nous, qui a signé un contrat pro à Annecy, quoi. Ouais, super. Donc voilà, aujourd'hui, tout arrive, et il y en a qui signe à 22, 23, 24. Même on a vu l'autre fois un joueur qui avait signé à 36 ans, je crois, de mémoire. Donc voilà, il faut dire qu'il faut... Et les joueurs qui t'ont fait vibrer quand ils étaient à 14, 15 ans, quand tu allais les voir, où tu te disais, ouais, là... Non, mais aujourd'hui, après, c'est facile, parce qu'on a eu des très bons joueurs. Ouais. Mais bon, le dernier coup, avec Hannibal Mejbri, par exemple, parce qu'il est venu un an chez nous, parce qu'il ne voulait pas rester au PFC pour X raisons que je ne maîtrise pas, je ne voulais pas rentrer là-dedans. Mais c'était fort. Mais quand tu le voyais sur le terrain, moi, je l'ai vu en finale de la Coupe de Paris contre le PSG, je veux dire, à un moment donné, n'importe quel joueur aurait pété les plombs. Lui, il a été très très fort, parce qu'il a même pris un jaune, il a failli en prendre un deuxième, mais il a su, avec sa maturité, parler à l'arbitre. Et puis il a fini le match, et puis voilà, il n'y a pas eu de soucis. C'est le futur capitaine de la Tunisie. C'est possible, c'est possible. Ouais, Amine, est-ce que tu as une petite question pour Gilles quand même. J'ai deux petites questions, si vous me le permettez. Le premier, Gilles, c'est comment t'expliques qu'un joueur comme Drogba ou Ribéry, il ait mis du temps à signer en pro? Parce que Drogba, si tu vois bien, il arrive vraiment à maturité à quoi, 26 ans. Drogba, j'ai eu la chance de côtoyer un peu son entourage, ses parents, et puis j'ai entraîné son petit frère Freddy. Et aujourd'hui, moi je le voyais quand j'étais Anthony, il venait s'entraîner, il avait 16-17 ans. Il avait signé à Levallois, mais de Anthony à Levallois, le soir, c'était compliqué pour aller jouer en CFA. Donc il était prévu qu'il s'entraîne 2 ou 3 fois par semaine à Anthony. Et quand je le voyais s'entraîner individuellement avec le coach qu'il avait pris en main, je me suis dit, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, ce mec-là, il a fait une carrière extraordinaire, mais quand on le voyait à 16-17 ans, on n'aurait même pas mis 1 euro sur lui, quoi. Parce que c'était vraiment pas un joueur qui était très technique, mais c'est une force de caractère. Il a bossé comme un malade, et aujourd'hui, il est arrivé où il est arrivé, quoi. C'est vraiment une très très belle image, quoi. Et le deuxième joueur, tu me disais, c'est Ribéry. Ouais, parce que c'est encore des joueurs qui sont passés à travers les mailles. Enfin, après, on peut parler de Welbena, compagnie. C'est des joueurs qui sont passés à travers les mailles parce que à l'époque, c'est des joueurs qui étaient frêles, qu'on ne faisait pas attention, qui étaient bons techniquement, mais bon, on se dit, est-ce qu'il va passer, il va pas se faire bouger, etc. Donc, c'est des joueurs qui sont passés par des petits chemins. Et puis aujourd'hui, ils ont fait des grosses carrières. Et puis je pense qu'il y en aura toujours, parce que les clubs aujourd'hui sont friands de ça.
aller chercher un joueur de 18-19 ans, c'est pas coûteux pour eux. C'est devenu une mode là maintenant, Voilà, comme Yacine Bamou par exemple. Voilà, c'est vraiment une mode parce qu'aujourd'hui. T'as des recruteurs qui sont autour du terrain. Oui, puis après, bon, il y a tous les réseaux et compagnie. Ouais. Mais aujourd'hui, ces joueurs-là, ils sont pas chers pour un club pro. On le prend un an, ça marche. Et ben, on a tout gagné. Ça marche la Charles Caboret, la Valbuena. On n'a rien perdu quoi, aujourd'hui. Enfin, moi, je pense que le 18 à 20 ans, aujourd'hui, c'est là où il faut vraiment faire des paris. Quoi. C'est clair, ta deuxième question. La deuxième question que je voulais savoir par rapport à tout le vivier qu'on a en Ile-de-France, qui est un vivier incroyable. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à sortir encore plus de joueurs Qu'est-ce qui fait que, tout à l'heure, Alex te posait la question, qu'est-ce qui fait la bascule ? Qu'est-ce qui fait qu'un joueur qui était pourtant super talentueux n'arrive pas à passer la bascule pour arriver en pro ? Comment ça fait qu'on a autant de joueurs, mais qui finalement, quand tu regardes ceux qui sont convertis en carrière professionnelle, il n'y en a pas tant que ça. En fait. Mis à part l'entourage, je sais pas, peut-être. Pour moi aussi, je pense que de partir trop tôt, c'est pas bon parce qu'on est usé mentalement. Et aujourd'hui, je pense que quand tu arrives à 13, 14, 15 ans dans un centre de formation et qu'à 18 ans, tu ne sais pas si tu vas passer pro, mais tu as mis toute ta jeunesse entre parenthèses pour essayer d'arriver à ton objectif. Et tu te dis, si je ne chine pas, comment ça va se passer ? Et puis ces joueurs-là, ils sont fatigués mentalement. Après, ils commencent à chercher des clubs à droite, à gauche. Je vais essayer de jouer en national, ça devient alimentaire en fait. Exactement, ça devient alimentaire parce que la plupart du temps, même si maintenant la fédération fait un gros travail sur les études et qu'essaie d'avoir au moins le bac avant de passer professionnel, donc ça c'est des bonnes choses. Mais c'est vrai que la plupart ils ont rêvé, ils ont eu des gros salaires parce que les joueurs, si on parle du PSG, voilà, aussi, par rapport aux contrats qu'ils peuvent signer, ils ont des 3, 4, 5, 6 000 euros par mois, chose que même leurs parents n'ont jamais gagné dans leur vie. Quoi. Donc c'est hyper compliqué. Quand ils arrivent donc à 18 ans, qu'ils ne passent pas le cap, parce que l'entourage c'est une chose, mais aussi l'usure mentale. Quoi. Et donc, à ces joueurs-là, tu leur fais un appel du pied, revenez à Boulogne. Revenez à Boulogne, et justement à la post-formation. Les amis, on va clôturer cette belle émission. Gilles, bienvenue dans la Family Football Club. C'est un plaisir. La question, c'est est-ce que tu as passé un bon moment ? Super moment.